Israël a mené des frappes contre le programme nucléaire iranien. À la suite de la frappe préventive de l'État d'Israël contre l'Iran, une attaque de missiles et de drones contre l'État d'Israël et sa population civile est attendue. Les attaques d'Israël contre l'Iran s'intensifient, tout comme les échanges de tirs. Israël a mené une série de frappes aériennes majeures et très attendues contre l'Iran. Le 24 juin 2025, le lieutenant-général Yael Zamir, chef d'état-major israélien, a fait une déclaration. Des forces de commando au sol opéraient en profondeur à l'intérieur de l'Iran et créaient une liberté d'action pour nous. La déclaration n'était pas une nouveauté, mais la confirmation de ce que beaucoup de personnes suivant l'opération savaient déjà grâce à des images ayant fuité et à des témoignages oculaires. Les agents du Mossad avaient infiltré l'Iran avant l'opération Lion-Levant, le 13 juin. Nous avons le contrôle total de l'espace aérien iranien et de chaque zone d'opération choisie, a affirmé Zamir. Cela a été rendu possible en partie grâce à l'intégration et à la tromperie menée par les forces commando aériennes et terrestres. Donc, pour la première fois, Israël a admis avoir opéré au sol à l'intérieur du territoire iranien. Des preuves publiques de cette activité ont déjà commencé à apparaître dès le 13 juin, lorsque des reportages dans les médias occidentaux ont décrit une opération au cours de laquelle le Mossad et les forces d'élite de Tsahal ont passé des mois à établir discrètement une présence létale à l'intérieur de l'Iran. Ils ont introduit clandestinement des drones quadricoptères, des munitions de précision, du matériel de communication et des agents dans le pays, cachés dans des véhicules civils, des valises, des conteneurs, voire reconditionnés en appareils électroniques ou en biens aménagés. Début juin, les équipes et l'équipement étaient déployés près de Téhéran, à Fajabad et sur d'autres sites stratégiques. Selon certains médias, un centre secret de drones opérerait depuis un bâtiment en banlieue, doté de capacités de lancement et d'alimentation sécurisées. Ainsi, le 13 juin vers 3h30 du matin, alors que des dizaines de chasseurs israéliens décollaient pour le raid aérien, les commandos du Mossad étaient déjà sur le terrain, lançant des drones et des missiles Spike non-line of sight, montés sur véhicules contre des cibles anti-aériennes et des radars. Les équipes d'élite qui s'étaient infiltrées profondément en Iran démantelaient leur défense aérienne de l'intérieur. À ce moment-là, l'opération est passée de la planification secrète à l'action ouverte, les équipes au sol s'intégrant parfaitement à la campagne aérienne, qui allait bientôt rugir au-dessus de leur tête. Pendant l'attaque des drones, les agents du Mossad transmettaient en direct des données de ciblage cryptées au centre de commandement israélien. Ils ont brouillé les fréquences radar et coupé les lignes de communication, laissant ainsi les forces iraniennes aveugles et sourdes. Selon un responsable du renseignement, cette intégration d'agents humains et de systèmes de renseignement constituait une campagne fusionnée de renseignement et d'opérations spéciales. Parallèlement, des opérations psychologiques se sont déroulées. Des agents israéliens ont infiltré les systèmes téléphoniques iraniens et des appels secrets ont été passés en Perse à des hauts responsables et généraux du corps des gardiens de la révolution islamique, leur donnant 12 heures pour évacuer ou mourir. Un enregistrement audio du Washington Post a confirmé ces messages, démontrant la précision des tactiques israéliennes. Leur objectif n'était pas non plus humanitaire, c'était de semer la confusion, de détruire du matériel et de faire savoir aux hauts responsables iraniens que les Israéliens savaient où ils travaillaient, où ils vivaient, et qu'ils pouvaient les atteindre à tout moment. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et s'abonner. Des histoires comme celle-ci n'atteignent plus les médias traditionnels, et chaque clic aide ce contenu à se démarquer du bruit ambiant, afin que plus de gens comprennent à quel point la guerre évolue rapidement. Avec les défenses aériennes et les communications iraniennes détruites et l'armée désorientée, environ 200 avions partis d'Israël ont commencé à arriver et à frapper plus de 100 cibles. Cela incluait des sites collants nucléaires à Natanz et Fordow, des dépôts de missiles près de Kermanshah et des postes de commandement clés du corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran. Les drones qui ont frappé en premier ont rempli leur mission, donnant à l'Indian Air Force une suprématie aérienne totale pour leurs attaques. Guidés par les unités au sol du Mossad et l'appareil ELW 2085 Narchon, ainsi que par les avions Airborne Warning and Control System volant au-dessus. À l'aube, les F-35 Adir F-16 Soufa et F-15 Raham avaient terminé le travail, déversant des munitions de précision sur des cibles nucléaires et militaires à travers tout l'Iran. Ils étaient soutenus par des ravitaillements en vol assurés par des avions secrets, Boeing 707 Raham et le tout nouveau KC-46 Pegasus. Et soudain, l'Iran, après des décennies de menaces et de gesticulations, s'est retrouvé réduit à regarder la force de frappe israélienne s'éloigner au loin, éclairée par le soleil levant. Une fois les frappes commencées, les commandos se sont fondus dans le paysage.
Ce n'est pas confirmé, mais l'opération a probablement impliqué des unités comme Sayeret Matkal et Shayetet 13, connus pour le sabotage en profondeur, la rapidité et l'exfiltration, donc il est tout à fait logique qu'elles aient été impliquées. La base secrète de drones a été fermée, l'équipement dissimulé ou détruit, et les véhicules se sont réintégrés à la circulation civile pour l'instant. Au lever du soleil, les résultats étaient sans appel. Les infrastructures radars et nucléaires iraniennes ont subi des dégâts catastrophiques, alors que des munitions de précision et des drones ont démantelé la profondeur stratégique du régime en quelques heures seulement. L'installation d'enrichissement de Fordo, longtemps considérée comme imprenable, a été frappée aux entrées principales de ces tunnels. Les images satellites montrent des points d'accès effondrés et des indices d'explosions secondaires souterraines. À Natanz, le principal centre d'enrichissement d'uranium de l'Iran, des défaillances en cascade ont détruit des centaines de centrifugeuses et mis hors service les lignes électriques et générateurs de secours, paralysant la capacité du site à se rétablir. Le complexe d'Ispahan, abritant des infrastructures de production de combustible et de recherche, a été touché, laissant des bâtiments calcinés et des dômes de confinement éventrés. À l'ouest, une série de frappes coordonnées avait neutralisé les dépôts de missiles à Kermanshah et Tabriz, y compris des silos renforcés et des tunnels de transport souterrains. Les radars de défense aérienne et les systèmes de contrôle de tir autour de Téhéran ont été neutralisés par des drones avant le début des attaques, laissant de larges zones de l'espace aérien iranien sans protection durant l'offensive. Tout aussi dévastateur fut le bilan humain. Les frappes israéliennes visaient le cerveau stratégique de l'Iran. Le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major iranien et planificateur clé de la guerre, a été tué lors de la première salve. Le général Hossein Salami, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, est mort lors d'une tentative de relocalisation. Amir Ali Hajizadeh, chef de la force aérospatiale iranienne et créateur de sa doctrine des missiles, est aussi parmi les victimes. Le chef de Qatam al-Anbiya, le centre de coordination militaire stratégique iranien, a été tué lors d'une frappe sur le quartier général de la défense de Téhéran. Dans un cas notable, le général Gholam Ali Rachid, commandant du quartier général central de Qatam al-Anbiya, a été tué au début de l'opération Lion-Levant, le 13 juin, quand des avions israéliens ont attaqué son centre de commandement à Téhéran. 4 jours après, le général de division Ali Shadmani, successeur de Rachid comme commandant militaire de l'Iran en temps de guerre, a également été éliminé par une frappe aérienne de précision le 17 juin. Je parie qu'il y avait beaucoup d'officiers iraniens qui priaient à Allah pour ne pas être promus. La direction du programme nucléaire a également été décapitée lorsque Goram Reza Marabi, chef des opérations à Fordow, a été tué lors de la première vague. En quelques jours, son successeur et plusieurs scientifiques de haut rang sont également morts dans des frappes ciblées de drones et des bombardements. La riposte militaire de l'Iran à l'opération Lion Ascendant s'est traduite par un volume écrasant, mais sans précision. Après les frappes israéliennes, l'Iran a lancé des centaines de missiles balistiques et de drones explosifs vers les villes et installations militaires israéliennes. Mais contrairement à la nature chirurgicale de l'opération israélienne, qui visait des stations radars, des sites nucléaires et des hauts responsables militaires, la riposte de l'Iran était indiscriminée. Des salves sauvages ont déclenché des sirènes d'alerte aérienne à travers Tel Aviv, Haïfa et Be'er Sheva, tandis que des drones et des missiles ont été abattus par les systèmes dômes de fer et frondes de David. La défense aérienne affiche un taux d'interception supérieur à 90%. Mais certains missiles sont tout de même passés. Le coup le plus dévastateur a touché le centre médical Soroka à Be'er Sheva, blessant des dizaines de personnes. À Tel Aviv, un missile a touché près du quartier général militaire d'Israël, la Kiria. Bien qu'il n'ait pas pénétré, il a secoué le sol du commandement national. Des drones et des missiles iraniens ont également frappé l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot et le parc technologique Gaviam à Be'er Sheva. Dans le nord, un drone a touché un immeuble civil de 2 étages, rare cas confirmé par les forces de défense israéliennes d'un impact direct de drone. À Ramat Gan, Olan et Tamra, des quartiers résidentiels ont subi des dégâts, vitres brisées et blessures légères. Le plus inquiétant était peut-être la frappe près de Haïfa, où une raffinerie de pétrole basant et une centrale électrique ont été touchées, causant des incendies et des pannes de courant. Bien que la plupart des menaces aient été interceptées, ces quelques frappes réussies illustrent comment une stratégie de saturation peut mettre à l'épreuve même le 2e bouclier antimissile le plus avancé au monde, et comment l'objectif de l'Iran était autant psychologique que tactique. Après les frappes israéliennes, le régime iranien a lancé une répression interne intense pendant des jours et des semaines. L'ampleur de l'opération avait choqué le pays,
tant par son échelle massive que par la prise de conscience glaçante que des agents étrangers avaient opéré sans être détectés sur le sol iranien pendant plusieurs mois. Le guide suprême et son cercle proche ont réagi avec rage, résolus à éliminer quiconque aurait pu collaborer avec les envahisseurs israéliens, sciemment ou non. Les forces de sécurité, menées par le ministère du Renseignement et les gardiens de la révolution islamique, ont entamé l'arrestation de suspects à travers l'Iran. Plus de 700 personnes ont été arrêtées lors de la première vague, dont des agents de frontières, des douaniers, des techniciens du ministère de la Défense, des contractuels civils et du personnel subalterne des gardiens de la Révolution. Téhéran et Qom ont subi des raids intenses, avec l'arrestation de dizaines de personnes tôt le matin par des paramilitaires assiégés. À Paris, des immeubles complets ont été fermés pour interroger les résidents. En moins d'une semaine, l'État a annoncé avoir découvert plusieurs collaborateurs avec les services de renseignement sionistes et a commencé à accélérer les procès dans des tribunaux révolutionnaires à huis clos. Au moins 3 exécutions ont été confirmées. Des aveux télévisés ont été diffusés sur la chaîne de la République islamique d'Iran sous une contrainte évidente. Les médias d'État ont averti que la trahison en temps de guerre est punie de mort. Entre-temps, le régime a remanié des dizaines de hauts responsables de la défense et du renseignement. Les chefs de plusieurs instituts de recherche militaire ont été discrètement mis à la retraite ou réaffectés, et une purge de la sécurité intérieure a balayé les provinces occidentales de l'Iran, où l'on pensait que les opérations du Mossad avaient laissé leur empreinte la plus profonde. La réaction de l'Iran a été ferme mais mesurée. La purge était davantage une mesure de dissuasion qu'une vengeance. Le message était clair, toute trahison serait punie de mort, et l'État surveillait. Il reste à déterminer si cela a rétabli la confiance dans le contrôle du régime ou aggravé les craintes du public. Mais, à la suite de la violation de souveraineté la plus dévastatrice depuis la guerre Iran-Irak, Téhéran doit montrer qu'il garde le contrôle. La doctrine militaire d'Israël a été façonnée par sa géographie, la proximité des menaces et l'hostilité régionale constante. Mais en l'espace de quelques décennies, la manière dont Israël utilise la force a connu une transformation spectaculaire, passant du raid aérien brutal de l'opération Opéra en 1981, au sabotage numérique sophistiqué de Stuxnet en 2010, et enfin à la guerre hybride chirurgicale de l'opération Lion émergent en 2025. Israël a réécrit le manuel de la guerre moderne. Des avions de chasse survolant Bagdad ont marqué le début. Le 7 juin 1981, des F-16 israéliens escortés par des F-15S ont traversé l'espace aérien ennemi et détruit le réacteur nucléaire Osirak en Irak. C'était une frappe conventionnelle, bruyante, très risquée et sans finesse. Mais cela envoyait un message clair. Israël n'autoriserait jamais un adversaire local à posséder l'arme nucléaire. La communauté internationale a condamné l'attaque à l'époque, mais l'histoire lui donnerait raison. Osirak était à quelques semaines d'être mis en service. Et même si c'était une mission audacieuse, elle a aussi révélé les limites de la force traditionnelle. Les bombardements à longue portée ne laissaient aucune place à l'interprétation ou au déni. Stuxnet, quant à lui, était discret. Pas d'explosion, pas d'avion, ni de soldats, juste du codage. Développé conjointement avec les États-Unis, Stuxnet a été déployé vers 2007 et découvert en 2010. Il s'est infiltré dans les systèmes informatiques iraniens, introduit par une clé USB, ciblant spécifiquement les contrôleurs industriels Siemens à l'intérieur de l'installation d'enrichissement de Natanz. Les centrifugeuses se sont emballées et brisées d'elles-mêmes, sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Les avancées nucléaires iraniennes ont été retardées de plusieurs années, passant inaperçues aux yeux du monde pendant longtemps. Opéra était une masse, Stuxnet était un scalpel. Cela a marqué l'aube de la guerre numérique et a prouvé que le sabotage pouvait désormais se propager de façon invisible. Mais Lion Ascendant a réuni la force brute et le sabotage numérique, qui étaient auparavant des outils séparés. En juin 2025, Israël a lancé l'opération militaire la plus ambitieuse de l'histoire. Pas seulement avec des soldats, bombes ou codes, mais avec une campagne synchronisée combinant espionnage, cyberopérations, frappes aériennes précises, guerre psychologique et unités terrestres. Ce n'était pas simplement une frappe aérienne, c'était une symphonie de destruction. Et son succès dépend du timing, de l'intégration et de mois de préparation. Des commandos avaient passé des semaines en Iran, établissant des bases de drones, piégeant des véhicules et identifiant des cibles. Les agences de renseignement israéliennes, dont le Mossad, ont préparé le terrain en piratant les communications, diffusant de la désinformation et avertissant les officiers iraniens de fuir pour survivre. Puis vinrent les drones, des centaines, lancés depuis l'intérieur du pays, submergeant les sites radars et brouillant les fréquences. Les avions de chasse sont arrivés alors que la défense aérienne était trop désorganisée pour réagir.
Lion Ascendant n'a pas seulement détruit des installations nucléaires et des hauts gradés militaires, il a détruit la confiance. Après des années de menaces et d'attaques par procuration de l'Iran et de ses alliés, Israël a décidé de riposter. Cela prouve qu'Israël peut frapper en profondeur le territoire ennemi avec une précision totale en ne visant que des cibles militaires. Ils n'ont aucun différend avec les civils iraniens, seulement avec le gouvernement, et seules les installations militaires ont été attaquées, alors que les missiles de croisière iraniens volent sans discrimination vers des hôpitaux et des écoles. C'est un nouveau type de guerre, illustré par Lion Ascendant, et la doctrine Cold Start en Inde. C'est pourquoi l'opération comptait encore plus que les dégâts matériels qu'elle a causés. Cela annonçait une nouvelle ère de guerre sans ligne de front visible. Les opérations israéliennes, Opéra, Stuxnet et Lion Ascendant, sont unies par une doctrine de préemption. Israël frappe de manière préventive et décisive, souvent en défiant les normes internationales, sans attendre la concrétisation des menaces. Mais les moyens ont évolué. Pendant l'opération Opéra, les pilotes assumaient tous les risques. Stuxnet impliquait des risques pour les programmeurs, tandis que Lion Émergent nécessitait une coordination minutieuse entre techniciens, espions, pilotes et soldats, agissant en parfaite synchronisation. Cette transformation illustre l'évolution globale de la guerre moderne. Les cibles sont désormais des serveurs, des scientifiques, des structures de commandement et des points de pression psychologique transmis par téléphone portable, et non plus seulement des chars et des bases aériennes. Israël s'est adapté à cela plus vite que les autres. Tsahal forme non seulement ses pilotes, mais aussi ses hackers. Le Mossad collecte des secrets et recrute des ingénieurs spécialisés dans l'infiltration des réseaux. Les unités d'élite combattent et permettent la tromperie stratégique au niveau de l'art de gouverner. D'aucuns affirmeront que ce modèle est non reproductible, Israël ayant des motivations particulières, des ressources exceptionnelles et une culture de suprématie en matière de renseignement. Mais le plan est maintenant mondialement connu. Des nations comme l'Inde, la Corée du Sud et les États-Unis observent de près. Il en va de même pour l'Iran, la Russie et la Chine. Tout le monde apprend que la guerre au XXIe siècle est un champ de bataille fluide et multidomaine. Lion Ascendant et la toile d'araignée en Ukraine en sont à ce jour l'exemple le plus évident. La nature hybride de cette opération, des drones lancés depuis des appartements loués, des missiles cachés dans des camions d'occasion, des équipes au sol qui disparaissent comme des fantômes, rend les contre-mesures traditionnelles obsolètes. Un char est inutile avec un radar aveuglé, tout comme un général menacé par téléphone. Son réseau de commandement a été piraté et sa planque est en feu, reflétant le monde actuel. La guerre asymétrique n'est plus réservée aux insurgés. Lion était une guerre asymétrique menée par un acteur étatique, et ça a fonctionné. C'était l'avenir, sans doute l'assaut le plus coordonné de l'histoire. La doctrine d'Israël a en quelque sorte bouclé la boucle. Du bombardement à haut risque de 1981, à la frappe fantôme de 2025. Il ne s'agissait pas seulement de puissance, mais d'avoir l'avantage. Ils l'ont prouvé tellement de fois que c'en était ridicule. Israël est un État bâti pour la guerre, et avec Lion Ascendant, ils l'ont accompli mieux que jamais. La leçon est simple mais glaçante. Si les ennemis peuvent infiltrer vos villes sans être repérés, ils n'ont pas besoin d'une armée permanente, juste de volonté, de technologie et de patience. Le monde doit maintenant décider comment réagir. Que se passerait-il si un acteur non étatique décidait d'agir en Europe ou aux États-Unis ? À mon avis, les actifs les plus précieux doivent être dispersés afin qu'ils ne puissent pas être ciblés par une seule frappe. Si nous avons besoin de boucliers antimissiles partout, quel genre de vie menons-nous en Europe et en Amérique ? Nous devons considérer les attaques contre l'Occident comme du terrorisme et protéger nos actifs les plus précieux d'atteintes massives. Nous avons la chance de vivre en Occident, mais répartissons nos actifs et ne nous mettons pas en position de subir des coups massifs comme Spiderweb ou Lion Ascendant. Nous avons une épée ici, mais elle pourrait bientôt se retourner contre nous. L'ennemi prend des notes.